réponds pas, ton téléphone est en touche. C'est pas trop le moment. Ah, t'as que le fixe, effectivement, ça va être compliqué. Comment il fait? Il n'arrive pas à... C'est Bruno qui... Non, c'est Laurent Farrier. Ça va pas se connecter? Ouais. Il n'arrive pas à se connecter. Comment il avait fait Linda, c'est bon? Attends. Linda? Oui, test, Linda Docran. Tu m'entends? Je te le passe parce que je... C'est pas assez faible? Oui, bonjour Laurent. C'est pas mon truc, moi, les... Linda Docran. Mais une fois que ça se... Voilà, toi c'est vert normalement. Oui. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce deuxième temps fort du séminaire Ville durable, la voirie pour tous au service de la redynamisation des centres-bourgs. L'idée est de repenser la ville pour qu'elle soit durable, de développer les modes actifs alternatifs. Et bien sûr, comment faire? Et c'est tout l'objet de ce séminaire et de plusieurs après-midi qui vont se succéder avec des échanges, des tables rondes. Alors, pour introduire cet après-midi qui est consacré à la valorisation du patrimoine architectural, paysager et urbain, je laisse la parole à Monsieur Jérôme Roch, directeur régional de l'ADEME. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, donc, bienvenue à cette deuxième session du séminaire Ville durable, une voirie pour tous et à cet atelier de cet après-midi. D'abord, je regrette effectivement qu'on ne soit pas tous à Morne-à-l'Eau, par exemple. J'ai des représentants de la ville de Morne-à-l'Eau juste à côté de moi, en train de déambuler et de regarder effectivement le patrimoine de Morne-à-l'Eau en particulier, mais j'aurais pu citer une autre commune. Donc, mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont organisé et qui ont permis quand même qu'on se retrouve plus ou moins virtuellement autour de cette table. Vous le voyez peut-être pas chez vous, ceux qui sont à distance, mais il y a une vraie organisation tout autour de nous. Donc, merci à toutes et à tous. C'est vrai que nous, à l'ADEME, anciennement, on s'appelait Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On s'appelle maintenant Agence de la transition écologique, mais c'est vrai que on aborde souvent la mobilité, les déplacements par l'entrée énergie. En tout cas, c'était quelque chose qu'on fait depuis longtemps, et on vient d'approche sectorielle, l'énergie dans le bâtiment. On sait qu'effectivement en Guadeloupe, les politiques de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment sont quand même bien avancées, avec par exemple une région qui a une habilitation énergie et qui a une réglementation thermique spécifique, par exemple. On a de nouveaux dispositifs comme les certificats d'économie d'énergie, mais aussi le cadre de compensation de maîtrise de l'énergie que la CRE a mis en place pour les départements d'outre-mer. Donc pas mal de moyens sur la partie bâtiment. On parle beaucoup mobilité, bien sûr, et c'est le sujet central. On sait que la voiture individuelle est extrêmement présente en Guadeloupe, que aussi elle coûte cher. C'était une observation qu'on avait fait il y a quelques années. On sait qu'elle consomme énormément d'énergie, puisque c'est les 2/3 environ des consommations énergétiques sont consacrées au transport en Guadeloupe. Donc on voit bien qu'il y a ce sujet de mobilité. Et puis après, on a
on a aussi glissé sur des idées d'urbanisme aussi, et de dire, mais si on utilise les transports de cette manière-là, c'est aussi parce que l'organisation de l'espace est bien particulier. On a un espace quand même qui est où ça peut être très agréable, mais c'est quand même très disséminé. On voit bien que le véhicule est quasi indispensable. Et donc, de ces approches sectorielles, et puis il y a aussi le changement climatique. On se dit qu'il faut s'adapter aussi au changement climatique. Et puis, on voit bien que dans ce séminaire, l'intérêt, c'est qu'on regroupe toutes ces dimensions, énergie, lutte contre le changement climatique, adaptation, dans une seule problématique qui est comment on fait pour avec toutes ces dimensions-là, aborder un cercle vertueux qui est une ville peut-être plus regroupée, avec des mobilités apaisées, avec des bâtiments et un urbanisme mieux organisé, avec aussi, j'ai vu qu'on allait parler demain probablement d'arbres en ville, de rafraîchissement, de faire en sorte que l'adaptation au changement climatique, parce qu'on sait qu'il va faire de plus en plus chaud et sec en Guadeloupe, de prendre en compte cette dimension. Et donc moi je félicite les organisateurs, parce qu'on voit qu'à travers des problématiques qui sont au départ très thématiques, qui peuvent être cloisonnées, en fait, on parle ces quelques jours ensemble de problématiques qui en fait s'entrecroisent et doivent constituer un cercle vertueux. J'oubliais même la sécurité, la sécurité routière, qui est aussi un problème particulièrement crucial en Guadeloupe. Voilà. Donc merci aux organisateurs. On voit que c'est aussi il y a une belle coordination. Je parlais effectivement de convergence des politiques publiques, mais aussi de convergence des acteurs entre l'ORT, donc l'ADEAL, la région, l'ADEME, le CEREMA, et France Ville Durable. On fait un très bon travail ensemble. Merci aux intervenants. Et puis un petit salut amical à Hervé Dici, qui, je crois, va prendre d'autres fonctions et qui a énormément travaillé sur l'ORT. Merci beaucoup, Hervé. Et puis une pensée pour Manon Gerbeau aussi, qui a quitté l'ADEME il y a quelques jours aussi, qui a fait un gros boulot sur ces questions de mobilité, de déplacement. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je ne vais pas pouvoir suivre cet après-midi. J'espère repasser une tête, mais je suis en comité de direction avec l'ADEAL. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'être là. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme Roch, directeur régional de l'ADEME. Bien sûr, vous ne pouvez pas être avec nous tout l'après-midi, mais je rappelle que tout est enregistré et filmé doublement. Effectivement, nous avons un dispositif, on a l'impression d'être presque à la télé, et c'est pour aussi permettre que ceux qui ne peuvent pas, évidemment, suivre tous les échanges puissent faire une session de rattrapage. Et ça aussi, c'est important, surtout quand on est en distanciel. Alors, bien sûr, des enjeux bien précisés par M. Jérôme Roch, avec cet important travail de valorisation de l'espace public qui est nécessaire de faire, puisque pour avoir ces mobilités actives, marcher dans la ville, etc., il faut aussi avoir un plaisir à évoluer dans cette ville. Et donc, l'ADEAL a souhaité inviter à prendre la parole M. Laurent Xarier, enseignant au lycée Gerville-Réage, qui est accompagné de ses élèves et qui fait un vrai travail de valorisation de ce patrimoine architectural dans la ville de Basse-Terre, mais aussi dans toute la Guadeloupe, avec l'association We en Art. Alors, M. Xarier, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment non. Petit problème de connexion. Alors, vous savez que, évidemment, ça arrive qu'il y ait un problème de connexion. Alors, on essaie de trouver une solution. En attendant, je vais quand même poursuivre avec la présentation de la table ronde, puisqu'il y a des intervenants en présentiel, un intervenant en distanciel, pour qu'on puisse parler de valorisation du patrimoine architectural, paysager et urbain. Alors, pour ceux qui sont en ligne, sachez que la table ronde va consister en des discussions plutôt que des interventions classiques. C'est le challenge qui a été imposé aux intervenants. Et nous avons 1 heure d'échange. Et puisque vous êtes déjà en ligne, peut-être que vous avez déjà des questions
à poser aux intervenants qui seront M. Bruno Bessis du ministère de la Transition écologique et solidaire, conseiller ville durable, Mesdames Linda Docan à la tête de la direction de l'environnement et du développement de la ville de Morne-à-l'Eau, accompagnée de Cécile Lequen, chargée de mission vélo et mobilités actives, et M. Lionel Orsi, qui est juste à côté de moi, architecte conseil de l'État. Et l'idée, c'est vraiment que pendant quelques minutes à chaque fois, je les surveillerai, qu'ils puissent nous donner l'essentiel des enjeux, nous parler aussi d'éléments concrets, d'outils vraiment concrets, et qu'ensuite on puisse prendre vos questions. Il y a un outil chat en ligne. Alors, n'hésitez pas à vous en saisir parce que je me ferai un plaisir de relayer vos questions par la suite aux intervenants, qu'on puisse aussi aborder différents éléments que nous, là, dans la salle, et M. Bessis en distanciel, n'aurait pas forcément évoqué par ailleurs. Alors, M. Zarier arrive à se connecter. Excusez-nous du temps mort, mais la technique, et c'est si important puisque ce vrai travail de valorisation du patrimoine architectural avec nos jeunes, puisque bon, il est habituel de dire que la jeunesse c'est l'avenir, mais c'est quand même le cas et qu'il faut qu'ils puissent se saisir de ces enjeux également pour pouvoir être acteur de la ville, être acteur de ces initiatives et de ces actions importantes. Alors, si M. Zarier ne parvient pas à se connecter, ce qui est fort dommage, mais qui arrive dans le cadre du séminaire, on va peut-être poursuivre et poursuivre par la table ronde tout de suite. Je vois que M. Bessis est déjà bien connecté. Est-ce qu'il nous entend bien? Absolument, voilà, je vous vois, je vous entends. Ah, ben, voilà, ben, tout fonctionne. C'est parfait. Alors, justement, commençons par cette table ronde sur la valorisation du patrimoine architectural. Et comme je disais, un enjeu vraiment important pour la ville durable, avec cette question des mobilités actives qu'il s'agit d'encourager, de favoriser, d'autant plus que nous savons qu'en Guadeloupe, comme l'a dit M. Jérôme Roch, la voiture individuelle reste très importante et reste quand même le moyen de se déplacer dans la ville. Et j'allais dire malheureusement, mais bon, ça serait déjà prendre position. Je vous laisse, M. Bruno Bessis, du ministère de la Transition écologique et solidaire, vous qui avez une très bonne connaissance du terrain, puisque vous avez l'habitude de venir en Guadeloupe, notamment dans le cadre de vos actions, de votre animation pour la mise en place des écoquartiers. Je vous laisse nous définir les grands enjeux, les grands défis de la Guadeloupe pour déjà aussi être une sorte d'introduction aux différentes interventions qui vont suivre. Merci beaucoup, Mylène. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation de participer à cet événement sur la ville durable avec ce sujet, ce fil conducteur mobilité. On va parler évidemment du patrimoine, c'est l'objet de la table ronde, mais je prends juste un tout petit peu de recul pour rebondir sur ce que disait M. Roch en introduction et qui est pour moi absolument fondamental quand il disait qu'il faut aborder les sujets de façon transversale. Alors juste un mot, on ne va pas faire la politique, mais juste un mot pour resituer les politiques gouvernementales et puis ensuite on a toute l'heure pour discuter des différents sujets et évidemment de la valorisation du patrimoine. Le gouvernement est très fortement engagé sur des politiques de promotion de la ville et des territoires durables, on va dire maintenant depuis une dizaine d'années, notamment avec la démarche écoquartier, vous l'avez cité Mylène, et la Guadeloupe connaît bien le sujet puisque Morne-à-l'Eau prendra la parole tout à l'heure, mais il y a de très bons exemples d'écoquartiers, il y a toujours eu un club écoquartier très dynamique, avec des groupes de travail, des clubs écoquartiers, etc. Donc, il y a cet engagement du gouvernement depuis 10 ans et cet engagement en fait est de plus en plus fort avec une nouvelle feuille de route sur la ville et sur les territoires durables. Donc Emmanuelle Wargon, la ministre de la Transition écologique, a défini cette feuille de route et dans cette feuille de route,
elle a essayé de définir ce qu'était la ville et ce qu'étaient les territoires durables. Et elle est définie au travers de 4 défis. Et je trouve important de rappeler ces défis parce qu'ils viennent, ils résonnent avec ce que disait M. Roch en introduction. Ces 4 défis sont la résilience, sont la sobriété, l'inclusivité ou l'inclusion et la créativité ou le développement économique, on va dire. Ça n'est pas l'un ou l'autre. Pour faire une ville et des territoires durables, il faut répondre à ces 4 défis. Et si on prenait le temps d'approfondir chacun des 4 défis que je viens d'énumérer, et qui prennent tout leur sens dans un territoire comme la Guadeloupe, hein, c'est une île, donc un territoire insulaire, quand on parle de résilience, on sait de quoi on parle. Il y a la mer qui monte, il y a le changement climatique, il y a les répercussions que ça peut avoir, donc tous ces sujets sont évidemment extrêmement prégnants sur un territoire comme celui de la Guadeloupe. Et on pourrait prendre chacun de ces 4 défis, les approfondir, et on verrait que le sujet de la mobilité est au cœur de chacun de ces 4 défis. Ou je peux le dire autrement aussi, pour répondre à ces 4 défis, il faut impérativement aborder et traiter le sujet de la mobilité. C'est également M. Roch qui disait, c'est extraordinaire, malheureusement, 2 tiers des dépenses énergétiques, ou 2 tiers, oui c'est ça que j'ai noté, hein, 2 tiers des consommations énergétiques concernent la voiture. Donc c'est vraiment absolument énorme. Ça veut dire que c'est un territoire qui n'est pas pensé, ou qui n'est pensé qu'à travers la voiture. Moi, j'en sais quelque chose, la Guadeloupe, j'ai vu le citer, mais moi, j'habite à Saint-Quentin-en-Yvelines, une ancienne ville nouvelle. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin de Versailles, c'est en périphérie, en 2e couronne de Paris. C'est des territoires, quand ils ont été imaginés en ville nouvelle, qui ont été imaginés pour la voiture. Et donc, sans voiture, dans ces villes nouvelles, on ne fait rien. Alors, ça change, ça se développe, etc. Évidemment, tout ça change, mais c'est vraiment des territoires qui ont été imaginés pour la voiture. Et sans voiture, on ne fait rien. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les 4 défis, je voudrais juste, pour revenir sur notre sujet, parler du défi de la sobriété. De quoi on parle quand on parle de sobriété? On va parler de sobriété énergétique, mais là aussi M. Roch en a parlé au travers du prisme des sujets traités par l'ADEME. On parle de la voiture, tiens, on parlait du coût de la voiture. M. Roch disait que la voiture coûte très cher. Donc, quand on parle de sobriété, limitons ces dépenses liées à la voiture, mais peut-être limitons la voiture aussi. Là, on a parlé des dépenses énergétiques liées aux voitures, mais la production de gaz à effet de serre liée à la production d'une voiture est quelque chose d'assez faramineux. C'est énorme. Donc, plus on conduit des voitures, plus on use des voitures, plus il faut produire des voitures neuves, plus on dégage des gaz à effet, plus on dégage des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de structures, de groupes politiques, etc., qui prônent la réutilisation des voitures, non pas le recyclage, mais juste le terme m'échappe, récupérer les voitures, la réutilisation des voitures. En tout cas, réparer les voitures, les utiliser le plus possible et éviter de construire des voitures neuves dont l'activité est extrêmement émettrice de gaz à effet de serre. Et puis, quand on parle de sobriété, on parle évidemment de sobriété en termes de consommation des espaces naturels. Eh bien oui, vous êtes sur une île, c'est un territoire contraint. Ça a été dit également en introduction, il y a eu beaucoup de constructions en Guadeloupe, hein. Il y a eu du mitage, etc. Donc aujourd'hui, les terres naturelles sont précieuses, donc il faut les conserver. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille de plus en plus sur la ville existante. Et pour travailler sur la ville existante, il faut rendre cette ville existante attrayante, attirante. Il faut donner envie de vivre dans la ville existante. Ça veut dire qu'il faut redonner un sens au tissu urbain, il faut le requalifier, il faut valoriser ce qui fait la richesse des centres, anciens ou moins, c'est-à-dire le patrimoine, notamment le patrimoine architectural, travailler sur les espaces publics et redonner cette envie. Vraiment redonner cette envie de vivre dans les centres-villes. Et il y a tous les atouts en Guadeloupe pour donner envie de vivre dans les centres-villes. Peut-être je ne vais pas plus loin dans ce premier temps, vous vouliez que j'évoque... En tout cas, dans ce premier temps, je voulais vraiment rebondir sur cette approche transversale des différents sujets et sur le sujet de la mobilité qui est vraiment au cœur de des défis que j'ai évoqués. Oui, alors c'est très bien puisque vous avez effectivement évoqué ces défis et vous avez parlé de créativité et de redonner envie.
Et il se trouve que Oui. M. Zarier est connecté au téléphone et qui va pouvoir justement rebondir puisqu'il travaille à la valorisation du patrimoine dans le centre en Guadeloupe. Alors, Monsieur Zarier, Oui, vous m'entendez? bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous entendre. Alors, vous êtes enseignant au lycée Gerville-Réache. Oui, Et dans le cadre de l'association Oui en Art, vous menez un vrai travail de promotion de l'art contemporain auprès des jeunes, mais pas uniquement, vous valorisez aussi l'espace public. Et donc, j'aimerais que vous nous en parliez pendant quelques minutes pour pouvoir mieux cerner les actions que vous menez. oui. Donc effectivement, avec l'association Oui en Art que je préside, mais aussi à titre d'enseignant, nous avons imaginé en fait un programme qui associe la jeunesse à une réhabilitation, à une revalorisation du centre-ville de Basse-Terre, qui, je le rappelle, a le label Ville d'art et d'histoire, et qui souffre sans doute d'un manque de vie active. Et donc l'idée, ça a été d'imaginer un programme qui incite à se déplacer à pied, à vélo dans le centre-ville, en créant un ou plusieurs parcours à partir d'œuvres d'art, effectivement, mais aussi de points d'intérêt qui relèvent du patrimoine. Quand je dis patrimoine, j'entends aussi bien le patrimoine architectural que le patrimoine culturel, le patrimoine historique, mémoriel, voire naturel, propre à la ville de Basse-Terre ou à la Guadeloupe. Donc l'idée, ça a été d'associer les jeunes à cette démarche, d'abord en les questionnant sur la manière d'appréhender le centre-ville de Basse-Terre, qui est une ville symptomatique aussi des villes de Guadeloupe, en tant que préfecture qui plus est, avec une histoire importante. Nous, en plus, le lycée est situé dans le Carmel, qui est le cœur historique de la ville de Basse-Terre. Et c'est vrai que les mots qui généralement revenaient le plus souvent dans la bouche des jeunes, c'était que c'était une ville... alors, c'était souvent des termes assez négatifs, morte, une ville chaude. Bon, je ne vais pas décliner, mais souvent, c'était des termes assez négatifs. Et donc, on a commencé à réfléchir avec eux sur qu'est-ce qui pourrait redonner vie, qu'est-ce qui pourrait redonner envie de se promener dans la ville. Donc déjà, en incitant peut-être la population, et notamment les jeunes, à réinvestir l'espace public. D'où l'idée de créer des points d'intérêt dans l'espace public. Donc on travaille sur une série de parcours avec des panneaux sur l'histoire de monuments propres à la ville, mais aussi on a mis en place par exemple un concours de photographie sur l'architecture et le patrimoine, le bâti de la ville de Basse-Terre. On a eu énormément de participation, on a reçu plus de 1400 photos, près de 1400 photos, et de nombreux jeunes ont participé avec des photos qui vont être agrandies et exposées dans l'espace public selon un parcours, c'est-à-dire que pour découvrir l'ensemble, il faudra cheminer dans la ville. Donc l'idée, c'est à la fois d'améliorer le cadre de vie, mais aussi d'inciter au déplacement, et non plus en voiture, mais à pied et à vélo. Le premier parcours va débuter jeudi avec l'inauguration d'une sculpture monumentale signée par Jean-Marc Hunt, un artiste guadeloupéen, qui a créé une sculpture avec des enfants des écoles, collèges et lycées de Basse-Terre, qui est inaugurée jeudi sur l'esplanade près du Grand Port et de l'Office de tourisme à Basse-Terre, et qui sera le point de départ du premier parcours qui va mener jusque dans le quartier du Carmel et le Fort d'Elgrès. Voilà, en gros, j'ai essayé de synthétiser au maximum le programme. Évidemment, l'idée, c'est de pérenniser ce programme pour amener petit à petit les jeunes à s'emparer de ces questions et de proposer différents parcours. On aura, par exemple, le long de la rivière aux Herbes, une création d'une artiste qui s'appelle Guy Gabon autour des rimèdes rasiers, les plantes médicinales. L'idée, c'est aussi de rendre les végétaux leur place dans l'espace urbain. Voilà. Et donc j'ai avec moi une élève qui est en première cette année au lycée Gerville-Réache, Alia André, qui peut éventuellement intervenir également pour vous préciser la manière dont elle a appréhendé ce programme et sa participation notamment au concours photo, puisqu'elle a 3 photos parmi les 20 qui ont été choisies pour faire le parcours. On peut peut-être montrer d'ailleurs la mosaïque que j'ai envoyée, puisqu'il y a les 20 photos qui sont présentes sur
sur ce document. Oui, on est en train de regarder la mosaïque que vous avez envoyée et ça nous fera plaisir d'entendre cet élève pour savoir quel est son ressenti par rapport à ce parcours et ce travail que vous avez effectué. Alors, je m'appelle Alia André. Du coup, je suis une élève du lycée Gervais-H, inscrite en première, mais surtout en tant qu'interne, car je suis moulienne, je ne viens pas de la Basse-Terre. Et avant d'être inscrite au lycée, je ne connaissais pas du tout la Basse-Terre. Tout ce que je connaissais de la ville, c'est le boulevard maritime. Alors, l'internat m'a permis d'habiter en Basse-Terre du lundi au vendredi. Mais puisque les internes ne pouvaient sortir que le mercredi après-midi, je ne pouvais découvrir la ville que dans ce moment-là. Et du coup, ma connaissance de la ville était toujours très limitée. Alors, j'ai décidé de participer à ce concours par curiosité, car je voulais découvrir la ville, sortir des chemins battus, découvrir l'héritage patrimonial de la ville, l'héritage commun. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert, grâce à cette expérience, par exemple, la figure de Jerzy Archimède, dont j'ai pris une photo, qui est lauréate, dont je ne connaissais pas du tout l'histoire et que maintenant je connais. Et voilà. On voit très bien la photo de Jerzy Archimède avec cette statue, effectivement, hein, qui passe quelquefois inaperçue, pourtant qui est située près du pavillon, hein, à l'entrée de Basse-Terre, mais qui passe quelquefois inaperçue. Et donc, dans cette déambulation, qu'est-ce que vous avez vraiment retenu? Est-ce que ce sont les statues? Est-ce que c'est l'architecture, les édifices, les fresques? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Ben, ce qui m'a le plus plu, c'est certainement les statues. Voilà. Ce qu'elles représentent, l'histoire qu'elles perpétuent. Et est-ce que vos camarades vous accompagnaient dans la déambulation? Ou vous préfériez marcher seul? Ça peut arriver aussi. Parfois, je marchais seule, mais le plus souvent, j'étais avec des camarades. Voilà. Donc, oui. Certains ont pu découvrir avec moi la ville sous un autre œil. Et donc, vous participez à la mise en place du parcours également. Alors ça, c'est encore à l'étude, mais effectivement, on peut imaginer associer, ce serait l'idéal d'associer les jeunes. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, dans ce programme, à terme, c'est difficile d'associer totalement la jeunesse dès le début, mais l'idée, c'est, dans la pérennisation de ce programme, c'est d'amener petit à petit les jeunes à devenir vraiment force de proposition pour que tous ensemble, on contribue effectivement à améliorer ce cadre de vie et cet espace public dont ils s'emparent. Donc l'idée, c'est d'aller petit à petit. C'est vrai que par exemple, le groupe avec lequel on travaille sur l'histoire des monuments du Carmel, avec des historiens, la première réaction initialement des jeunes, c'est plutôt de dire mais le patrimoine, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les bâtiments du futur, c'est l'avenir. Et c'est vrai que le travail consiste aussi à faire comprendre que l'avenir ne peut être construit qu'à partir du moment où on a un minimum connaissance du passé et de l'existant. On ne peut pas faire fi de la culture, de l'environnement et de l'architecture du paysage existant. Donc pour ça, il faut d'abord le connaître. Alors, c'est vrai que petit à petit, ils consentent à comprendre cela, mais au premier abord, il y a plutôt un désintérêt. Donc c'est quelque chose qui demande un peu de temps, je pense, pour se réapprendre et s'emparer de cet espace public qui ne demande que ça, finalement. Oui, parce que est-ce que la solution, c'est de mêler l'art contemporain, comme vous avez dit, avec cette sculpture qui va être inaugurée, et justement ce patrimoine qui mérite aussi souvent une rénovation, une mise en valeur, et qui justement n'arrive pas à capter souvent le regard?
Oui, sans doute, c'est trouver le juste équilibre, effectivement, et en même temps associer la population. Là, on a par exemple, il en sera question demain avec le lycée Nicolo, des propositions de jeunes sur la création d'un mobilier urbain, par exemple, et on a réfléchi à la possibilité d'associer la population bastérienne en proposant à tout un chacun de voter pour le projet de son choix, qui permettrait de voir réaliser dans l'espace public un projet qui a été plébiscité par la population. Je crois qu'il y a vraiment besoin effectivement d'associer un maximum les jeunes et moins jeunes, la population en général, sur le devenir de cet espace public qui est parfois sinon maltraité, on le voit des fois avec les décharges, etc. En tout cas pas toujours préservé comme il se devrait. Donc effectivement, je pense que créer des pièces nouvelles, esthétiques, en tout cas qui vont interpeller le piéton, l'usager, je pense que c'est des gestes à même de redorer le blason de l'espace public, si je puis dire. D'accord. Et ma dernière question, c'est, là, c'était centré sur la ville de Basse-Terre. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives en préparation aux quatre coins de la Guadeloupe de votre part? Alors, de notre part, non. Après, on a fait une réunion avec Grand Sud Caraïbes, qui serait effectivement très désireux de pouvoir éventuellement développer ce type de programme dans des villes du sud Basse-Terre, que ce soit sous la côte, sous le vent ou ailleurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. L'idée, c'est déjà de le développer, d'essayer de le mener à bien dans la ville de Basse-Terre, et nous verrons plus tard. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas en tout cas à notre niveau, je parle. Oui, donc déjà ce travail de valorisation à Basse-Terre pour servir de modèle peut-être à d'autres et puis donner aussi des idées à d'autres pour que les écoles et les jeunes, nous savons qu'il y a beaucoup d'associations de jeunesse, puissent aussi prendre exemple et suivre, puisque ce travail de valorisation, on l'a compris, est important dans la perspective de préparer l'avenir. Alors merci Monsieur Laurent Zarier pour votre intervention. Ces photos sont magnifiques. Est-ce que nous pouvons les retrouver en ligne? Alors pas encore, puisque nous attendons effectivement Là, le jury s'est réuni la semaine dernière, donc la sélection est vraiment. Vous en avez pratiquement la primeur. Hein, vous êtes parmi les premiers à en connaître. Voilà. Donc pour l'instant non, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Elle devrait être installée dans l'espace public courant mai-juin. Donc c'est dans les prochaines semaines. Ah oui, donc nous resterons attentifs pour découvrir toutes ces belles photos qu'on voit déjà et qui nous donnent envie justement d'aller déambuler dans Basse-Terre. Ce qui est très agréable déambuler dans Basse-Terre avec cette ouverture sur la mer, la promenade, etc. Et bien sûr, croiser Gertier-Archimède, c'est intéressant. Donc merci beaucoup à Alia aussi, votre élève. Et je sais que vous avez une intervention. C'est un plaisir, Alia. Bonne continuation, bonne déambulation. Et puis, je sais que nous nous retrouvons, Monsieur Zarier, dans le cadre du séminaire par la suite. Donc, je ne peux vous dire qu'à bientôt. Entendu. Merci, à bientôt. Beaucoup. Merci. Merci. Alors, voilà un exemple très concret de ce qui peut se faire pour rendre la ville agréable, rendre la ville vraiment comme une envie de déambulation tout de suite qui nous prend en admirant ces photos. Et je suis sûre que nous serons nombreux à aller faire ce parcours et regarder les photos mises à disposition. Alors, nous allons poursuivre la table ronde que nous avions débutée avec M. Bessis, qui nous avait déjà défini les 4 enjeux, résilience, sobriété, inclusion, créativité. J'ai envie de dire tout un programme. Et nous allons poursuivre avec mesdames de la ville de Morne-à-l'Eau. Alors, bien sûr, vous allez nous parler de la ville, de cette ville que moi j'apprécie particulièrement, et j'ai envie de dire de Gertier-Archimède, on parlait de la ville de Basse-Terre. La passerelle est toute faite vers Morne-à-l'Eau. Alors, puisque on a souhaité, l'ADEAL a souhaité vous avoir comme intervenant, puisque Morne-à-l'Eau, avec son écoquartier projet concrétisé,
au bourg est très intéressant. Alors, je vous présente à nouveau Madame Linda Docan. Vous êtes à la tête de la direction de l'environnement et du développement de la ville de Morne-à-l'Eau, et Madame Cécile Lequen, chargée de mission vélo et mobilités actives de la ville de Morne-à-l'Eau. Alors, merci d'avoir répondu présente à l'invitation en présentiel en plus. Et bien sûr, vous avez cette présentation que vous allez nous faire donc de l'écoquartier, nous dresser les grands enjeux, les grandes réponses que vous avez souhaité apporter par ce projet. Vous avez un PowerPoint avec des images pour que ça soit plus parlant pour ceux qui sont en ligne aussi et qui va s'afficher. Et avant ça, il y a une petite introduction que vous avez souhaité nous présenter, puisqu'on va parler d'écomobilité, d'écotaxi, de mobilité. On va parler de beaucoup de choses avec un dynamisme de la ville de Morne-à-l'Eau. C'est appréciable. C'est dit que ce qui était le plus parlant, c'était une vidéo pour commencer. Voilà, c'est ça, la vidéo permet de... Alors, on va lancer la vidéo juste dans quelques minutes. Il y a toujours... voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a le son. À suivre. Alors voilà, une courte vidéo, mais qui donne à voir la dynamique avec cette mobilité active et ce cadre, hein, cette architecture, cette histoire, ce cadre naturel à mettre en valeur. Alors, mesdames, je vous laisse faire votre présentation de cet écoquartier et nous n'hésiterons pas... je pense, ceux qui sont en ligne, à poser des questions également que je vais relayer par la suite. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Hein. Donc, c'est vrai que là, on vous propose plus quelques photographies pour illustrer notre propos. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mais je serai très synthétique, hein, donc Morne-à-l'Eau et notamment le bourg et Vieux-Bourg donc dispose aujourd'hui d'un écoquartier donc au niveau du bourg qui est labellisé stade 2 donc en chantier et un écoquartier Vieux-Bourg qui est labellisé à l'étape 1. Donc nous, notre propos va beaucoup s'articuler autour de l'écoquartier Cœur de Grippon, donc un travail qui a démarré depuis 2015 avec une série de concertations avec la population, notamment les commerçants, sur la question un petit peu des activités économiques, comment rendre accessible ce bourg pour les faire vivre, mais aussi rendre accessible le bourg de Morne-à-l'Eau, l'écoquartier Cœur de Grippon, aux piétons, aux usagers du vélo. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, donc une réflexion a été initiée. Et elle s'appuyait notamment sur l'agenda 21 avec les différents constats qui ont pu être faits par la population sur la difficulté à déambuler dans le bourg, la question des trottoirs, donc la marchabilité du bourg. On est sur un territoire qui est plat dans l'écoquartier avec quand même à peu près 20% de la population qui dispose dans cet écoquartier d'un vélo, mais des voies qui ne sont pas sécurisées. Quand on parle de Morne-à-l'Eau, on parle surtout de congestion routière. Donc oui, c'est un carrefour de voies. Donc on a les deux voies historiques coloniales, la fameuse rue du Débarcadère qui passe devant la place Gertier-Archimède, place du marché, et la rue du Cimetière, qui sont deux axes forts
très encombré aussi et qui donne le sentiment que Morne-à-l'Eau, il n'y a rien à voir. Et pourtant, on a une architecture assez remarquable, une architecture qui s'appuie notamment sur la construction historique de ce bourg. Et quand je dis architecture, j'entends aussi les éléments paysagers de Morne-à-l'Eau, parce que si le bourg existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette volonté de construire le canal des retours et les canaux afférents, donc d'assainir cette zone marécageuse, et un canal des retours qui a été construit à main d'homme et qui implique effectivement une histoire par rapport à l'esclavage et qui inscrit aussi dans la route mémorielle sur l'esclavage. Donc on a quand même un élément fort de cet ordre-là. On a la place du marché qui est très forte aussi, qui est un lieu de rassemblement, un carrefour de commerçants aussi sur Morne-à-l'Eau, et on a quelques éléments patrimoniaux, et donc notamment l'église monument historique, donc construction ou conception à Liture, le cimetière dont on ne parle plus, qui n'était pas encore classé, mais avait déjà une renommée au-delà du territoire guadeloupéen. Et donc tout cela, c'est quelques éléments ou aménités paysagères ou architecturales du territoire, nous invitent à nous réapproprier en fait ce territoire-là, à permettre à la population du bourg de se réapproprier ces éléments-là, à diffuser ou à faire connaître aussi, notamment pour les personnes qui passent sur le bourg de Morne-à-l'Eau. Et donc le défi, effectivement, c'est de le requalifier. Donc la démarche écoquartier est là pour ça, mais de venir apporter des solutions ou d'apaiser les circulations dans le bourg pour venir découvrir en fait les éléments patrimoniaux de Morne-à-l'Eau. Donc c'est un peu quelques éléments introductifs. Il y aurait beaucoup encore à dire, mais c'est bien dans cette dynamique-là que nous sommes. Et c'est vrai qu'on cherche des solutions pour permettre de rendre accessible ou de favoriser la découverte, la déambulation dans le bourg de Morne-à-l'Eau, parce qu'on a des voies, certes les trottoirs sont défaillants, mais on a des réseaux, donc les fameuses venelles, ces réseaux de buses d'eau pluviale couvertes qui ont été créés dans les années 50-60 et qui sont aussi des lieux de déambulation cycliste-piéton, sécurisé parce qu'il n'y a pas de contact avec, en tout cas les contacts sont limités avec les quatre roues, mais qui gagnerait à être valorisé. Donc j'ai beaucoup apprécié le travail qui a été présenté par le lycée Gerville-Riache et qui gagnerait à être valorisé, donc à la fois par une connaissance des photographies par exemple, mais c'est surtout à être mis en art, mis en lumière à travers effectivement des street art par exemple, et c'est des solutions que nous étudions au niveau du territoire. Donc là, c'est quelques éléments un peu historiques, et pour aller un peu plus dans le concret, donc je laisserai Cécile vous donner quelques éléments sur ce sur quoi on est en train de travailler au niveau de Morne-à-l'Eau. Merci Linda. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur la mobilité. Et si on a voulu participer aujourd'hui au séminaire, c'est parce qu'on voit la mobilité comme un moyen de se réapproprier notre patrimoine architectural, paysager, urbain, aller plus loin en fait, faire des connexions entre le cimetière, la place du centre-ville, le bourg, le vieux bourg, en utilisant la mobilité active, c'est-à-dire à pied et à vélo. C'est là qu'on redécouvre son patrimoine qui est très riche à Morne-à-l'Eau. Le canal des retours aussi en fait partie. On a la chance d'avoir un patrimoine qui est à la fois architectural et environnemental. Et la mobilité, historiquement, à Morne-à-l'Eau, le vélo était un moyen de déplacement très utilisé. Et par exemple, si on pense sur une échelle plus petite, sur une zone de 5 km aux alentours, le vélo est plus rapide que la voiture. Donc c'est vrai qu'on ne va pas remplacer le problème de la voiture en Guadeloupe ne va pas être résolu là comme ça avec le vélo, mais ce nouveau apport pour la ville de Morne-à-l'Eau est un moyen de rejoindre les différents pôles, et à une mobilité à petite échelle, à 5 km, on peut vraiment rejoindre rapidement et facilement plusieurs pôles de services, et notamment le vélo assistance électrique, comme nous essayons de mettre en place à Morne-à-l'Eau, est un moyen adapté à un large public, parce que l'enjeu également aussi est de prendre en compte le territoire insulaire, le climat, l'accessibilité toujours. Il faut que ça soit un moyen de se déplacer rapide, efficace et sécurisé. On a pu voir aussi dans la vidéo les cyclopousses. Les cyclopousses, c'est une acquisition de la ville dans le cadre du TEPCV.
qui est un moyen de déplacement semi-électrique aussi. Il faut pédaler, mais il y a une assistance qui permet de découvrir le patrimoine autrement. On souhaite utiliser ces véhicules nouveaux dans le cadre d'événements ou de services à développer. C'est vraiment un outil qui pourra être à l'usage de la population. Donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre à Morne-à-l'Eau? Dans un premier temps, ça va être notre schéma directeur vélo qui va permettre d'asseoir notre politique vélo, une politique cyclable qui démarre progressivement et qui va permettre de voir sur le territoire les points forts et les points plus difficiles pour ensuite travailler les différentes actions à court et moyen long terme sur le territoire. Et en parallèle, faire des actions de sensibilisation avec la population, leur donner les moyens d'avoir accès à la mobilité, notamment par l'acquisition de vélos à assistance électrique que la ville est en train de faire, par l'acquisition de vélos en libre service. Il faut que la mobilité soit vraiment... je me répète, mais l'accessibilité est importante et c'est aussi d'un point de vue sécuritaire. Et avoir des itinéraires lisibles, cohérents et surtout des itinéraires directs et confortables sur le territoire de la ville de Morne-à-l'Eau. Donc, on cherche actuellement à cibler des itinéraires autres que les routes nationales qui vont être plus agréables et qui vont permettre d'accéder à différents attraits de la ville parce qu'il y a beaucoup de potentiel et de choses à voir à Morne-à-l'Eau. Et Cécile le dit bien, c'est vrai que là, on a pris comme exemple, puisque c'est une balade qui est assez récente, les cyclopousses. Donc, ça, c'est une idée un peu innovante, voilà, pour parler un petit peu de créativité. Ah oui. Donc, nous, techniciens, dans la dynamique qui se passe sur Pointe-à-Pitre, avec les premiers triporteurs qui sont sortis, on s'est dit, pourquoi pas à Morne-à-l'Eau, le terrain, il est plat, il s'y pète bien. On a, en fait, un potentiel patrimonial aussi à faire découvrir. Aujourd'hui, on a le cimetière qui est quand même très visité, en tout cas hors période Covid. Et il n'y a pas de manne financière pour la ville et il n'y a pas de connexion avec ce qui se passe dans le centre-bourg. Donc, on a les touristes qui arrivent dans un point donné et qui repartent. Or, on a des lieux clés. Donc, vous avez vu quelques photos de loin. Donc, la mairie, on a effectivement un bâtiment qui accueille aujourd'hui un radiologue, mais qui est la maison d'un ancien maire, donc le maire Monerville. On a l'église. Donc, il y a des choses à voir sur le territoire. Donc, il y a une invitation à proposer. Et c'est vrai que pour nous, les cyclos, tous peuvent être un bon vecteur, un bon moyen pour découvrir la ville simplement et très très accessible aussi. Donc c'est un peu les dynamiques sur lesquelles nous sommes. Et autre élément, vous avez eu quelques vues de certains bâtiments, de maisons de ville, une case créole qui ont été retravaillées. On a bénéficié d'un appui ou de travail architectural très fort pour venir valoriser justement les maisons de ville, les cases créoles qu'on trouve sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et donc, par exemple, on a un programme qui est aussi en cours pour réhabiliter des maisons de ville qui ne sont plus occupées en gardant le nom de leurs propriétaires, mais en les réhabilitant. Et donc ça aussi, c'est une force pour le territoire. C'est la question, le propos était plus ou moins celui-là dans l'échange précédent, un petit peu de la transmission. Voilà. Donc, comment on fait pour garder la mémoire des sites? Donc, il y en a qui sont très connus, c'est facile. Et puis, on va venir travailler sur des maisons existantes. Mais comment on fait pour faire leur accord, le lien avec le propriétaire? Voilà, on a trouvé cette solution, réhabilitation, et le nom de la résidence, c'est le nom du propriétaire, par exemple. Donc, c'est ce qui est proposé. Voilà, je ne vais pas m'étaler, je laisse les questions arriver, mais on a quelques pistes qu'on est en train de développer pour valoriser notre patrimoine en s'appuyant sur les mobilités. Et puis, un autre élément, voilà, que c'est sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est qu'on a quand même des associations qui travaillent sur cette connaissance patrimoniale et faire découvrir en fait ce territoire-là aussi. Donc on a eu quelques déambulations de type marche qui ont été organisées par des associations plus à caractère environnemental, plus à caractère culturel ou mémoriel, et donc qui ont cette conscience aussi de la richesse du bourg de Morne-à-l'Eau et qu'il faut transmettre, faire savoir qu'on a cette richesse sur le territoire. Et dernier élément aussi, c'est quand même le travail qui est fait à travers l'adressage qui permet de donner des noms de voies ou de reprendre des noms de voies historiques, mais aussi d'aller donner de l'information sur l'origine, l'histoire, la relation qu'a la rue avec le nom de la voie. Donc, est-ce que c'est un habitant du quartier? Est-ce que c'est une personnalité forte de Morne-à-l'Eau? Donc, en fait, on travaille aussi pas uniquement sur
le patrimoine, on va dire, architectural, paysager, urbain, avec les unités urbaines, mais c'est aussi la connaissance des hommes qui ont fait le territoire, qui nous a été très connus ou moins bien connus, des hommes et des femmes d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce travail qui est fait à travers l'adressage et le choix des noms de voies. Alors, on voit qu'il y a un fourmillement d'idées, c'est incroyable, parce qu'on est dans les mobilités, on est dans la valorisation du patrimoine, le travail avec les associations, avec différents acteurs. Donc, la ville de Morne-à-l'Eau a un grand plan, semble avoir une grande vision pour dynamiser et favoriser cette mobilité et cette accessibilité. Ça, c'est très important, puisque effectivement, vous avez bien pointé du doigt qu'il y a aussi une difficulté avec la congestion routière, avec ces trottoirs qui ne sont pas toujours aux normes, et peut-être d'autres problématiques qu'on aura l'occasion d'aborder par la suite. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent et je rassure les internautes, je n'oublie pas du tout les questions, mais je me dis qu'il faut qu'on continue à avancer justement dans ce questionnement, ce cheminement, avoir des pistes. Et c'est pour ça qu'on parlait d'architecture. Je me tourne naturellement vers Monsieur Lionel Orsi, qui est architecte, conseil de l'État, et qui peut nous parler. Donc, on était à l'échelle vraiment locale avec cet exemple de la ville de Morne-à-l'Eau qui a une foule d'idées, mais on a aussi ce sentiment, et M. Roch, M. Bessis l'ont abordé, cette question d'une stratégie transversale et de prendre en compte tous les enjeux. Et parmi ces enjeux, il y a cette nécessité d'avoir une démarche concertée pour l'aménagement, le logement. Alors, j'aimerais que vous nous en disiez plus déjà sur ce point et puis sur différents enjeux que vous avez aussi pu percevoir en Guadeloupe. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je trouve ce séminaire fantastique. Fantastique à plusieurs titres, donc, mais bon, on en parlera plus tard, parce qu'apparemment, il faut que ça soit assez rapide, mon intervention soit assez rapide. Et je rebondis effectivement sur ce qui a été dit. On parle de transversalité, on parle de démarche concertée. J'ai entendu parler aussi, M. Betsy, parler de créativité. Et donc, cette créativité, j'en profite pour moi saluer ce que je viens d'entendre dans l'exposé sur la démarche de Morne-à-l'Eau, parce que j'ai eu la chance d'être un des experts pour le ministère qui a donc examiné le projet et qui le suit depuis longtemps. Et dans cette créativité, justement, ce que j'ai toujours trouvé remarquable, c'est qu'on a toujours pensé que les écoquartiers pouvaient, en fait, souvent, même dans la tête d'un élu, c'est quelque chose qui est très circonstancié, enfin, c'est dans un périmètre très précis, même dans l'interprétation qu'on peut avoir des grilles, l'évaluation des indicateurs, etc. C'est-à-dire qu'on s'attache à quelque chose de particulier, de nouveau, qu'il faut inventer. Et vous avez eu une démarche, et vous avez une démarche qui prend en compte le temps. C'est-à-dire que vous êtes sur du déjà là, vous avez des dents creuses, on connaît bien toute la problématique urbaine, ce qui me permet en fin de compte de rebondir et de dire que concernant tout ce qui est aménagement et démarche de projet, qui est le cœur en fait de notre travail au sein de l'ADEAL, c'est-à-dire que le paysagiste conseil de l'État et l'architecte conseil de l'État que je suis sont en fait là pour, c'est pas rappeler, c'est pour imaginer et partager, en tout cas dans une culture partagée, essayer de voir comment tous ces paramètres qui régissent en fin de compte et notre imaginaire et nos lois et notre manière de vouloir penser l'avenir, de réfléchir sur le passé. J'entendais parler du patrimoine, les jeunes qui se disent ça les intéresse pas, comment les intéresser. Mais en tout cas, comment en fait faire que cette démarche de projet architectural et paysager soit ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire ce qui construit l'espace et le temps de notre univers sensible, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Avant même de parler, avant même de parler de la ville, avant même de parler du paysage, avant même de parler de l'horizon, de l'océan, c'est notre univers sensible, c'est là où nous sommes. Et ça, c'est une chose qui est éminemment importante et qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et
Et notre travail, ce qu'on fait avec la DEAL, avec les élus, avec les usagers, on l'a vu avec les enquêtes qui ont été faites dans le cadre de ce séminaire par les élèves auprès des commerçants, c'est-à-dire cette parole qui nous est précieuse. Comment réinjecte-t-on, comment fait-on pour, en fait, parler de tout cela dans cette démarche de projet et faire que nous puissions bâtir un cadre de vie dans un territoire qui n'est pas un territoire sorti ex nihilo, qui est extrêmement contextualisé, même au regard et surtout au regard des politiques globales qui peuvent être définies sur la question des économies d'énergie, les mobilités. On n'est pas n'importe où, on est en Guadeloupe. Donc comment faire pour, avec la démarche de projet, contextualiser très très fortement. Je dirais même que on s'aperçoit que ce n'est pas simplement au niveau de la Guadeloupe ou de l'aire caribéenne, c'est lorsqu'on est à la Guadeloupe, on a déjà différents territoires. Si on se trouve sur Basse-Terre, sur Pointe-à-Pitre, dans les Grands Fonds, ou bien du côté d'Anse-Bertrand là-haut. Donc cette hyper-contextualisation, elle ne peut en fait se faire que si on met une méthode de travail en marche. Et donc ce qu'on a fait avec les services de l'ADA, j'entendais parler de transversalité, c'est pas que j'entends parler, moi j'adhère complètement à cette manière de faire, c'est-à-dire ce partage que nous devons tous avoir pour effectivement faire émerger ce qui, au final, est le bien commun, c'est-à-dire ce qui va constituer d'ailleurs le patrimoine pour les générations futures, et de travailler, de œuvrer pour ce bien commun qui est le nôtre, et ce en quoi on est en droit d'avoir. Alors, on a mis là, je vais vous passer très très vite sur la façon dont la préfecture, les services de l'État, la DAC, la DEAL ont décidé de réfléchir sur comment faire pour faire des projets qui soient faits pour les habitants de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on a mis en place un référentiel, et plus que en fait, de faire simplement que ça soit quelque chose qui doit afficher des résultats absolument à obtenir, c'est encore une fois une démarche qui vise avant tout à reformuler les questions et à se réinterroger à chaque fois sur la pertinence de ce que l'on met en œuvre pour aller vers le bien commun et ce que les habitants sont en droit d'attendre de la part de la société. Donc, pour cela, on a mis cette méthode en place, et plutôt, alors c'est toujours pareil, plutôt que de partir, parce que moi, je peux me dire que je connais plein de choses, je sais comment faire, je suis un architecte, j'étais avec un paysagiste, il sait comment faire, on a tous des idées sur ça. Voilà, on a aussi des textes qui sont là et qui sont effectivement très importants. Et en fait, amener tout le monde dans le débat, c'est certainement pas d'avoir une position en se disant, parce qu'on s'empêche la découverte, disons, voilà, il va falloir suivre telle et telle voie. Et ça a été plutôt, en fait, de se mettre, dès le départ, dans cette démarche c'est plus qu'une concertation, moi j'aime beaucoup le mot de culture partagée, même si on a des cultures différentes aussi, ça se rencontre, ça. C'est que on est parti d'exemples très, très, très précis de projets qui se réalisaient sur le territoire. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a toujours quelque chose de positif à trouver dans une situation. Moi, j'en suis persuadé. Quel que soit le projet, on a toujours un fil à tirer pour aller vers un projet qui va prendre en compte ce qu'on appelle le développement durable, qui est en fait une manière de produire le projet. Pour moi, le développement durable, c'est pas l'écologie, c'est pas pareil. Hein. Le développement durable, ça a plus à voir avec l'économie en fait du projet. C'est comment fait-on pour produire un projet en prenant conscience des enjeux de notre temps. C'est pour moi le développement durable, c'est ça, de façon à faire attention à ce qu'on va donner à nous-mêmes et aux générations futures. Et comment sommes-nous pertinents vis-à-vis de cela. Donc, ce n'est pas à moi, architecte conseil de l'État, de donner la solution.
Les services de l'État non plus n'ont pas dit c'est pas la solution qu'on a sur le territoire de la Guadeloupe. Par contre, mettons-nous tous autour d'une table et regardons les projets qui sont en train d'émerger et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et comment peut-on reformuler toutes les questions de façon à faire qu'on puisse tendre vers cette production d'un projet qui prenne en compte les enjeux de notre temps. Voilà, et du territoire, évidemment, sur lequel on s'installe. Donc, on a pris, ça a été sur 2 ans. Hein, sur 2 ans, on s'est réunis avec les bailleurs, avec les équipes de maîtrise d'œuvre, avec les élus, les services, et on a établi, je vous prends un exemple, sur un projet qui se fait donc à Balin, où voilà, on est sur un cas type de projet de logement sur la Guadeloupe, c'est-à-dire on a une opportunité foncière et des opérateurs qui ont une capacité à intervenir. Et ils sont plusieurs. Donc on peut passer à la suivante. On voit bien quand même qu'on est dans ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la campagne urbaine, c'est-à-dire on est un peu sur la périphérie. On se dit, tiens, si on regarde quand même ce qui se passe, on est à la campagne. Hein. C'est clair, c'est rural. C'est rural. Et donc, on a un premier plan masse qui est donné et qui fait qu'on a une succession d'opérations qui ne sont pas très en relation les unes avec les autres. On parle de mobilité. La première question qu'il faut se poser, ça c'est au regard des outils de planification et de ce que les collectivités, en fin de compte, projettent aussi pour leur territoire. C'est comment va-t-on à l'école, comment va-t-on à la poste, comment va-t-on faire ses courses, et puis à l'intérieur, après, c'est pas à l'intérieur, mais en tout cas, dans toutes ces connexions et au regard du paysage et du sol, comment circule-t-on à pied, en voiture, en vélo, etc., etc. Et donc, voilà, on s'est tous mis autour de la table, donc ça a pris du temps. Il y a eu une vingtaine de projets comme ça. Et à chaque fois, c'est pas nous qui avons corrigé les projets ou bien dit il faut aller comme ça. C'est en fait la prise de conscience. On s'aperçoit que la première chose qu'il faut faire, c'est de se parler. C'est-à-dire à tous les niveaux de décision, de préoccupation, de tous les niveaux politiques, les niveaux opérationnels, enfin tous les intervenants, c'est qu'à un moment, si tout le monde se met autour de la table, bon, à des moments différents, hein, sûrement, enfin, c'est comme ça que c'est passé, on arrive, en fait, à s'inscrire dans cette démarche de projet qui, pour moi, est essentielle, et construire cet espace et ce temps. Parce que sans cette démarche de projet, cet espace et ce temps ne se construisent pas. Et avec, quand même, moi, ce que je dis toujours, et ça, c'est très spécifique à ma position d'architecte et ma formation d'architecte, c'est que tant qu'on est sur du papier, tout va bien. C'est-à-dire, on peut dessiner, on peut refaire, on peut tout va bien. Donc, il n'y a aucun danger à se retrouver et à en parler. Donc, enfin, je veux dire, physique, quoi. Il n'y a pas de... Non, mais c'est important. C'est très important, cette notion, parce qu'on a souvent l'impression, et je l'ai rencontré même vis-à-vis de collectivités, d'élus ou bien de concepteurs, se disant, mais ah non, mais on ne va pas pouvoir refaire. Mais non, on reformule les questions, peut-être, réfléchissons-y, et puis voyons ce que ça va donner. Donc toute une analyse a lieu, et effectivement, après, là, je crois que c'est la diapositive suivante, une autre proposition émerge, où là, on retrouve des liaisons, des mises en valeur du sol, des implantations différentes, des aménités sont aménagées, des connexions sont faites avec ce qu'il va peut-être se passer à côté. Donc, après, on n'a pas à dire c'est beau, c'est pas beau, c'est pas dans ce registre-là que ça se passe. C'est sur l'intelligence, en fin de compte, de l'installation. Est-ce on pense être aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, quand on dit prendre la mesure et la conscience des enjeux de notre temps, c'est aujourd'hui. Alors on peut faire quelques prospectives, mais c'est aujourd'hui. Et en cela, ce référentiel logement, là où je pense qu'il a une efficacité réelle, c'est qu'il ne fige absolument pas
par exemple, les indicateurs de durabilité urbaine. Parce que je pense qu'il peut y avoir des vases communicants, comme on dit, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on peut être très bon, d'autres sur lesquelles on est peut-être un peu moins bon, mais qui vont faire que, sur l'ensemble, on arrive à atteindre des objectifs qui soient plus qu'acceptables pour l'aménagement du territoire de la Guadeloupe. Donc c'est un peu ça que je trouve qui est, enfin c'est pas un peu, je trouve que cette démarche et ce référentiel donc qui est en place, en cours et qui est extrêmement évolutif. Hein. Vous pouvez passer juste sur la diapo suivante pour vous montrer une chose qui ne se passe plus du tout à la Guadeloupe. C'est ça. Ouais. Là, vous avez, c'est un projet sur de logement dans les mornes, où effectivement la question elle a été posée quand vous avez le terrain naturel en rouge. On parle d'économie du sol. Bon, après, moi, j'ai jamais dit, ah mais non, il faut absolument pas toucher aux mornes. C'est pas ça mon problème à moi. Mon problème, ma question est, mais qui a décidé ça? Comment fait-on? Et quelles sont, en fin de compte, les personnes qui peuvent se mettre autour de la table et acteurs de ce projet-là pour faire qu'on puisse avoir, sur la Guadeloupe, peut-être autre chose qui ne verra pas aussi fort l'écologie, le paysage, parce que, bon, et tout le monde a été d'accord pour se dire que non, ça, effectivement, on a quelque chose là qu'il ne faut peut-être pas faire. Et la dernière diapo, donc, juste sur, voilà, où, voilà, c'est une manière, alors moi, je dirais, c'est pas s'intégrer dans le paysage, mais il y a des projets qui émergent maintenant, je dis s'installent de manière aimable. C'est cette manière d'être aimable avec ce sol et cette terre qui nous reçoit. Et donc, ce référentiel est en place, mais il est en place non pas comme un petit livret, ce qu'il faut ouvrir, il faut aller voir où est-ce qu'on va. Il est en place comme quelque chose qui circule maintenant dans les esprits de tous, les collectivités, les services de l'État, les usagers aussi, enfin, de façon à ce qu'on puisse le faire évoluer, mais en tout cas qu'on puisse toujours dire, et c'est le premier item, qu'on puisse s'interpeller et parler ensemble sur comment va-t-on faire les choses. Voilà. Je vous remercie. Alors vraiment, c'est très intéressant ce référentiel. Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas un support vraiment papier. Là, je suis dans le pratico-pratique, hein, mais il n'y a pas un support papier sur lequel on s'appuie. Ce sont vraiment des idées générales que vous transmettez en tant que passeur d'informations. C'est les idées générales, en fait, elles ne sont pas si générales que ça, parce que, enfin, juste pour vous répondre, parce que, en fait, ce référentiel, il est aussi constitué d'une vingtaine d'exemples qui ont été travaillés avec tous les intervenants au projet, dans le cadre d'une démarche, effectivement, de projet architectural et paysager, pour réinterroger et reformuler, en fin de compte, la programmation, la démarche même de ce qui était proposé sur certains projets et qui, en fait, effectivement, se heurtait aux politiques, aux objectifs des politiques publiques en matière de développement durable, parce qu'on avait quelques... Et plutôt, en fait, que de se dire on va appliquer les politiques, enfin, en tout cas, on va égrener aussi, ou dire il faut faire comme ça et comme ça, c'est comment contextualiser très fortement la démarche en s'appropriant ces politiques publiques, en les confrontant à des projets qui sont en cours et qui vont être modifiés de manière à pouvoir le faire. Donc, c'est une vingtaine de projets, et ça continue, en fait. Mais sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme je vous le disais, ce référentiel, il perfuse, là, dans les... C'est-à-dire, et avant tout, c'est le cœur enfin, moi, je crois qu'il est important, c'est de se mettre au cœur de la démarche. La démarche de projet architectural et paysager, pour pouvoir échanger et faire en sorte qu'il y ait un débat. C'est le débat qui fait que on peut en fait arriver à des objectifs tels que vous voulez développer sur le cœur du Grippon. Enfin, moi, on a travaillé ensemble. Convaincu. Voilà. Non, en tout cas, donc
Voilà. Non, je comprends. C'est très intéressant parce que donc ça s'appuie sur 20 projets. Donc Ouais, j'ai sur bien 20, compris c'est une que vingtaine de c'est en projets, fait oui. finalement c'est concret et que Oui. voilà, le référentiel n'est pas juste. Non, les items, elles étaient sur la première Donc vous feuille. savez ce qui est C'est une méthode pour des projets partagés et ancrés dans le territoire. 2, concevoir des projets architecturaux dans un objectif de développement durable. Et 3, concevoir des projets pour leurs habitants. Donc, on peut dire que c'est extrêmement généraliste, mais quand on s'attache bien à tout ça, déjà, on retrouve effectivement les indicateurs de durabilité, enfin des points sur lesquels on a à s'appuyer, des politiques publiques. Et en même temps, il y a aussi des politiques locales. C'est ça qui est aussi important, qui peuvent venir nourrir en fait la démarche de projet. Et c'est la parfaite transition pour que je demande à M. Bessis, en s'appuyant sur le fait qu'il soit intervenu pour animer ce développement des écoquartiers. Les écoquartiers, vous avez dit, hein, qui sont nombreux et en même temps, il n'y a pas tant de villes que ça qui ont le label, que je sache. Hein. Alors, vous pourrez peut-être me détromper. Mais alors, quels sont les freins et les difficultés, justement, en matière de se mettre autour de la table, de discuter et d'arriver à cette démarche de projet qui est ensuite concrétisée, que vous avez pu identifier tout au long de ces années? Alors, sur le chiffre, Mylène, vous posez la question. Effectivement, en Guadeloupe, c'est en train d'émerger. Donc, Morne-à-l'Eau est la première opération qui a obtenu le label écoquartier. Sur l'ensemble, sur la France métropole outre-mer, on est à peu près à 600 collectivités, 600 opérations qui sont aujourd'hui entre le label étape 1 et le label étape 4. Donc, ça avance. Et des labellisations qui commencent à émerger également à l'international. Je vais tâcher de répondre à votre question. Je veux dire qu'il y a énormément de mots très forts qui ont été dits pendant toutes ces interventions. J'ai commencé à les noter, puis il y en a tellement que j'ai arrêté de les noter, mais j'ai noté connaissance des hommes, j'ai noté évidemment démarche de quartier, ce que Lionel disait, c'est démarche de projet, pardon, c'est vraiment la base. J'ai noté univers sensible. Moi, j'aime bien entendre ces termes, univers sensible. Pertinence de ce que l'on fait, le bien commun, etc. Mais vraiment, le univers sensible, je reviens dessus. L'aménagement du territoire et évidemment l'aménagement durable, ça n'est pas un master plan, ça n'est pas un plan masse. Tant qu'on pensera aménagement du territoire par un master plan, on se trompera, et c'est ce que tu disais, Lionel. Il faut d'abord faire des diagnostics, il faut prendre du temps. Morne-à-l'Eau le sait bien. Hein. Morne-à-l'Eau, la démarche, elle a été engagée il y a des années, et on commence enfin à voir des choses sur le territoire, parce qu'il y a eu tout le temps de maturation, il y a eu tout le temps de diagnostic, il y a eu ce qui a été dit par, vous avez tout dit d'ailleurs, hein, la consultation des citoyens, mais la consultation des citoyens, c'est pas juste les écouter et puis repartir travailler en chambre, c'est travailler avec les citoyens, leur demander ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs attentes, comment on y répond, comment ils envisagent l'espace public. On a parlé tout à l'heure de l'espace public. Il n'y a rien de bien. Encore une fois, je vais faire référence à 50 ans de Yvelines, que je connais bien. C'est hallucinant, ces dizaines d'hectares d'espace public. À Port-Adair, c'est vert, hein, on ne peut pas dire le contraire. Mais il n'y a jamais personne. Jamais personne. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été pensé pour un besoin. Ça a été pensé à plat, sur des grands plans, où on disait, bon, on va faire des espaces verts, etc. C'est comme ça qu'on réfléchissait il y a 50 ans. Et on a fait des grands espaces verts sans jamais se demander, ça va servir à qui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Quelles sont les différentes fonctions qu'on pourra voir se succéder sur ces espaces, etc. Ça n'a pas été pensé. Résultat, il ne se passe rien. Donc, il faut réinvestir, retravailler, revenir sur ces espaces publics pour leur donner un sens. Lionel, je crois que tu as parlé de sens aussi. Mais on est vraiment dans la démarche de projet. Et la démarche de projet, elle passe par tout ce temps amont de réflexion, de discussion. Alors, on va parler de gouvernance. C'est la dimension 1 de la démarche écoquartier. C'est effectivement mettre tout le monde autour de la table et discuter. Il n'y a pas de projet durable. Il n'y a pas de projet durable s'il n'y a pas une gouvernance élargie, si on ne met pas autour de la table l'ensemble des acteurs et si on ne partage pas une vision commune de ce qu'est le territoire. C'est un peu le sens de ce qu'on avait voulu faire en 2019 avec le séminaire
qu'on avait organisé avec l'ADA, évidemment, hein, Guadeloupe, territoire durable, mais les acteurs doivent discuter. Et quand je parle des acteurs, c'est acteurs publics, acteurs privés et citoyens. Tout ça sont différents chez nous. Il y a les acteurs publics, les acteurs privés, etc. Et il faut que tous ces acteurs se parlent, pour partager une vision et se donner une vision commune. Quels sont les freins? Vous me demandiez, Mylène, quels sont les freins? Oui. En réalité, il n'y a pas de frein. Il y a juste des craintes. Je l'ai entendu, hein. Je parle en Guadeloupe, mais je l'ai entendu. Des élus, il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de gouvernance, dire mais c'est pas aux citoyens de décider. C'est dit un peu bizarrement. Enfin bon, le maire est élu par les citoyens. Ensuite, écouter les citoyens et il revient quand même au maire ensuite de prendre des décisions. Mais il y avait une confusion entre c'est pas aux citoyens de décider et écouter les citoyens et ce qu'ils ont besoin de dire. Alors, il n'y a pas vraiment de frein, il y a juste des craintes. Il y a cette crainte de perdre du temps. Et on pourrait, Morne-à-l'eau pourra en parler, hein. Est-ce que ces 6, 7, 8 ans, 9 ans de réflexion sont du temps perdu? Est-ce que Morne-à-l'eau pourrait avoir un projet de cette qualité? Et quand je dis de qualité, je le pense. Je cite Morne-à-l'eau partout, tout le temps. C'est vraiment un projet que je considère comme exemplaire. Est-ce que Morne-à-l'eau pourra avoir un projet d'une telle qualité s'il n'avait pas passé ces années à réfléchir et à faire ce diagnostic? Moi, je pense que non. Je pense qu'ils seraient partis billes en tête sur des projets pour aujourd'hui, 5, 10 ou 10 ans après, revenir pour corriger les erreurs faites il y a une dizaine d'années. C'est très intéressant ce que tu dis, Bruno, parce que ce matin, on avait une discussion avec le directeur de projet sur l'éco-carte-sécure de Ripon, Willy, sur l'enjeu de réinterroger régulièrement nos projets. Oui. Et c'est vrai que dans le cas de Morne-à-l'eau, on est sur une trajectoire. Donc, il y a eu tout un travail de diagnostic et de prise en compte de la parole du citoyen qui a démarré depuis avec l'agenda 21 et qui est quand même la grande feuille de route, entre guillemets, développement durable. Et puis, ensuite, on s'est focalisé sur un territoire, le bourg. Et là, on constate, on a un schéma directeur qui date de 2016. Bon, voilà, on a avancé. On a aussi une gouvernance politique qui a évolué. On doit aussi réinterroger un petit peu une partie du projet ou certaines actions au regard de cette gouvernance. Et en fait, voilà, on a une base qui est là, les grandes orientations, les grands principes, mais on doit tenir compte en fait de cette nouvelle vision qui arrive aussi et l'intégrer. Et donc, on est en plein dedans. Donc, et pour compléter aussi par rapport à la question du travail en chambre, c'est aussi, alors ça renvoie après sur le territoire, la capacité du territoire à mobiliser les citoyens. Très concrètement, nous, on a eu une phase un peu de déconnexion à un moment donné. Il fallait avancer. Et on a avancé tête en bille. Et puis voilà, il y a des choses qui se sont bien passées et d'autres un peu moins bien. Et là, ça nous demande effectivement nous de se dire, peut-être qu'il faut qu'on se dote aussi d'une ingénierie complémentaire, même si elle est ponctuelle, parce qu'il faut animer le territoire sur les projets. Parce qu'à un moment donné, quand on a pensé avec la population, un projet donné, c'était en 2014. On a avancé 2 ans plus tard. Et là, on est à pas loin de 10 ans. Donc, il faut tout le temps maintenir une dynamique, une cadence, s'assurer qu'on est bien en phase avec ce que souhaite la population. Et puis, entre-temps aussi, nos connaissances, elles évoluent. Il y a des choses qui sortent, donc on saisit des opportunités. Et effectivement, même s'il y a une base donnée, on doit faire preuve d'agilité. En fait, il y a les craintes, mais c'est l'agilité à avoir aussi, à remettre en cause, entre guillemets, des bouts de projet, parce que, à un moment donné, c'était pas le bon endroit. L'idée, elle est bonne, mais il faut le positionner ailleurs, ou il faut réinterroger parce qu'on a manqué le coche sur quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est pas simple, de faire preuve d'agilité, et notamment quand on suit depuis très longtemps des projets, de se dire, ok, on fait un petit peu un rétropédalage, et pas trop long non plus, parce que, voilà, il faut pas que ce soit trop long, la population elle attend, mais quand même accepter de cette réinterrogation du projet et l'agilité dans leur mise en œuvre. Oui, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, et Lionel aussi le disait, c'est se réinterroger. Il n'y a pas de diagnostic figé. On ne fait pas un diagnostic à l'instant T, et puis 10 ans ou 15 ans après, on continue son aménagement sur la base d'un diagnostic vieux de 10 ans. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est ce que tu disais, on se réinterroge, on avance, et ça n'est pas du temps perdu. Et ça, c'est pas évident de faire passer ce message souvent aux élus, évidemment. Et là, les équipes techniques des municipalités sont évidemment en première ligne. Voilà, c'est ça. Il faut expliquer que, oui, le projet était tel à telle date et que
voilà, 10 ans plus tard, il faut quand même réexaminer parce que la population aussi a peut-être changé et qu'il y a une nouvelle population. Je sais que Morne-à-l'Eau attire aussi une population de plus en plus et qui a de nouveaux besoins, de nouvelles envies. Et donc forcément, le projet de 2014-2015 n'est pas celui de 2021, avec aussi toutes les aspirations que les jeunes urbains ont et qu'il faut satisfaire, on le sait. Alors, la discussion est intéressante, mais le temps file, et donc j'ai des questions en ligne, notamment la mise en place d'écotaxis est une initiative très intéressante. Alors, Madame Sandra Verdol qui salue cette initiative. Sous quelle forme administrative ce projet a-t-il été mis en place? Association, prestataire via marché public, etc. Alors, c'est une question. Hein. Savoir C'est une vraie question. En fait, c'est une vraie question. Une vraie question. C'est une vraie question. Donc, on a eu effectivement sur cet outil-là plusieurs modèles économiques qui nous ont été proposés. Concrètement, on a l'outil et là, on est en train de le faire passer en propre en ville, mais on n'a pas encore le modèle économique. On a étudié la possibilité pour que ce soit une association qui porte le déploiement de ces écotaxis en répondant à des besoins type visite touristique, service à la personne, par exemple. On a eu des modèles un peu plus avec de l'auto-entrepreneur, des auto-entrepreneurs, donc des chauffeurs formés notamment, mais concrètement, aujourd'hui, on n'a pas de modèle. Les dernières réflexions qu'on avait portaient plus sur, dans un premier temps, utiliser ces écotaxis comme support d'insertion et donc développer un parcours de formation qui concernerait le volet un peu accueil, administration, l'usage et la réparation de ces vélos et de ces cycles et la question visite, développer, comment dirais-je, des guides pays. Parce que c'est quelque chose dont on parle depuis quelques temps, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas développé de formation pour un public spécifique, des jeunes qui en insertion, et donc c'est des réflexions qu'on a. Mais aujourd'hui, pour répondre à Mme Verdol, c'est vrai que le modèle, on ne l'a pas, on doit encore le définir, et donc là, on profite plutôt d'opportunités pour faire découvrir les cycles en s'appuyant sur les ressources en propre de la ville, mais notamment Cécile. Voilà. Bien. Réfléchir à des projets. La vidéo qui a été montrée, c'est la première fois là qui sortait réellement en ville. Et on a pu tester un parcours avec les cyclopoules, justement, d'itinéraires assez accessibles pour ce type de modèle qui roule plus lentement. Donc, c'est vraiment un prototype à laisser, mais exactement, il pourrait y avoir beaucoup de projets avec ça. Et ça permet aussi aux jeunes peut-être de se réapproprier l'histoire de la ville, de la connaître et de la diffuser et de créer un plus grand attachement, une meilleure appropriation à son territoire et donner l'envie de rester et d'amener de nouvelles populations aussi. Oui, c'est les meilleurs diffuseurs. Comme je dis, ils aiment bien donner un côté hype à la chose et qui donne envie aux autres de suivre. On parle d'influence souvent. Autre question de Mme Verdol. Y a-t-il des tronçons actuels ou projetés réservés aux mobilités douces? Alors là, c'est la question. Parce que... Eh ben c'est exactement ce sur quoi on travaille cette année, parce que c'est une très bonne question. C'est des questions qu'on se pose en ce moment avec le schéma directeur cyclable qui est en réflexion et en réalisation pour cette année. On souhaite justement cibler des itinéraires pour qu'ils soient connus de la population, les repérer grâce à une signalétique spéciale, par exemple, faire des itinéraires qui pourraient être touristiques mais aussi sportives et aussi de déplacements quotidiens, rapides. C'est une réflexion qu'on va avoir avec un bureau d'études et qui va nous appuyer dans la démarche. D'accord. J'ai oublié de souligner au début de la rencontre que l'initiative est également possible grâce au soutien de l'ADEME, comme M. Roch au début qui a ouvert la table ronde, grâce au programme Vélo et Territoire et à vélo, qui est un soutien non négligeable pour permettre le développement d'une politique cyclable pour la ville de Morne-à-l'Eau. Et pour compléter ce que disait Cécile, c'est vrai que la ville aussi travaille sur le plan de circulation des mobilités et le jalonnement de son territoire. Et donc ça aussi, même s'il y a un gros travail de mise à niveau des infrastructures de déplacement piéton, mais voilà, on espère quand même d'ici 3 ans avoir une signalétique qui donne des repères aux piétons ou aux cyclistes pour savoir, voilà, je suis à telle distance du point central du
bourg de Morne-à-l'Eau. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec l'appui du bureau d'études Artelia sur le plan de circulation et des mobilités dans l'écoquartier Cœur de Gripon. Alors là, franchement, il y a une vraie structuration, un travail vraiment de structuration et qui va se poursuivre. Alors, la question qui n'en est pas une, mais une remarque, suite à l'intervention de M. Zarier avec William Hart et l'élève du lycée Gervais-Réache, sur Pointe-à-Pitre, notre association Patrimoine.3 mène des actions de sensibilisation auprès des citoyens et surtout des décideurs. Et cela passe notamment par le changement de regard sur le patrimoine et l'environnement urbain de la ville par les réseaux sociaux. Alors, quand on parle de patrimoine et de regard sur la ville, alors Pointe-à-Pitre, on sait que c'est comme Basse-Terre, une ville d'art et d'histoire. J'ai envie de dire à monsieur l'architecte Conseil de l'État, cette vision de patrimoine avec les logements qui sont quelquefois laissés à l'abandon, qui ne sont pas valorisés. En tant qu'architecte conseil de l'État, est-ce que vous avez ce rôle de conseil aussi et de passage d'informations auprès des décideurs, puisqu'on voit que le patrimoine.3 fait aussi ce travail? Sur la question du patrimoine bâti, bon, je vais répondre en deux temps. Je vais faire juste un petit préambule. J'ai entendu plusieurs fois le mot patrimoine, et notamment sur l'intervention des élèves, où j'ai entendu une phrase qui disait le patrimoine ne nous intéresse pas, on s'intéresse plutôt au futur. Alors, non mais moi j'avais quand j'avais 14 ans, j'étais pareil, mais c'est pas, il n'y a pas du tout de, non mais c'est pareil, on est tous passés par là, c'est pas du tout il n'y a pas, justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément à mettre sous cloche. Et là je voudrais parler aussi de l'architecte des bâtiments de France qui est à la DAC, donc qui a un rôle extrêmement important, enfin tous les services de la direction des affaires culturelles qui ont un rôle extrêmement important dans le regard justement qu'on peut avoir et qu'on peut donner, alors d'un point de vue culturel, mais pas simplement, donc sur ce patrimoine qui est, alors deux choses, étymologie, c'est ce que le père, donc maintenant il y a matrimoine, mais c'est ce nous donne, voilà, c'est-à-dire enfin ce qui vient de, ce dont on hérite, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, ce qu'on construit, le patrimoine a toujours été contemporain d'une génération d'humains. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, et j'en avais parlé avec les professeurs des élèves qui, lorsqu'on était intervenu aussi auprès des élèves, c'est qu'il n'y a pas de... le passé, enfin la contemporanéité de l'architecture qu'on peut voir, elle a eu lieu un jour. Donc après, c'est comment on se l'approprie. Comment on se l'approprie aujourd'hui. Et quand on parlait, tout à l'heure Bruno disait que le cœur, la démarche de projet, et surtout, je reviens sur effectivement la manière sensible que nous avons d'appréhender notre environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose... Moi, je ne suis pas tout le temps en train d'analyser en couple les bâtiments. Pourtant, c'est mon métier de voir comment tout fonctionne, qu'est-ce que je pourrais dire, parce que j'ai forcément quelque chose à dire, sûrement. Et des fois, non, j'ai rien à dire. Et j'ai rien à dire, pourquoi? Parce que je suis un être sensible. Je veux dire, et je le disais aux élèves, quand sur l'histoire des photos là qu'ils ont prises, il y a une chose qui est passionnante dans c'est que en fait, on peut regarder. Alors, c'est vrai qu'ici on a un climat où il fait souvent beau, mais quelquefois il pleut quand même à Saint-Claude, à Basse-Terre. Je leur disais, mais c'est ça en fin de compte aussi l'appréhension et la perception qu'on a du centre de Basse-Terre, ou ces éléments patrimoniaux, ou en tout cas les lieux qui ont été créés, les liens dans la ville, la forme urbaine. On n'a pas du tout la même perception lorsque on est sous 32 degrés ou 40, ou bien lorsque c'est le soir, il fait un peu frais, on se promène seul ou on est avec des amis. La perception qu'on a de l'espace et donc du patrimoine, c'est-à-dire ce qui nous entoure, n'est pas du tout la même. Donc, effectivement, c'est l'information, la démarche de projet, et que ce soit dans la démarche de la ville, construire la ville, le rapport à la nature qu'on peut avoir, enfin, tous ces problèmes, la mobilité, on est toujours, moi j'ai l'impression qu'on est toujours devant cet oignon infini
qu'on pèle pour avoir on a de l'information à chaque fois, on a des informations différentes parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres sensibles et intelligents, on pèle cette sensibilité, c'est-à-dire l'émotion qu'on peut ressentir à se promener dans le centre de Basse-Terre, elle est le fond de cela, il est quelquefois pas intelligible, mais enfin on ne peut pas le rendre palpable. Sauf que c'est le cœur même de ce qui nous fait être bien ou pas dans un endroit. C'est-à-dire que c'est la manière dont on ressent les choses. C'est pas tellement l'endroit lui-même, enfin c'est l'endroit lui-même, mais c'est comment je ressens, comment je fais, comment que ça marche. Donc c'est important, et enfin moi je trouve que c'est important parce qu'on le retrouve même lorsqu'on, enfin c'est pas des discours d'école, c'est lorsqu'on est en train de faire un projet ou de parler d'un projet ou de l'avenir ou de ce qui va devenir avec des élus, avec tous les acteurs à l'aménagement, c'est ça qui se passe aussi. C'est ça qui se passe. Et donc, sur la question du patrimoine, j'en parlais avec l'architecte des bâtiments de France, c'est pareil, c'est quelque chose qui est de toute façon toujours en mouvement, comme nous sommes toujours en mouvement. C'est-à-dire que le projet en lui-même, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais, il commence avec notre naissance déjà, il finit avec notre mort. Donc, c'est quelque chose, déjà dans la perception qu'on a du monde, ça ne s'arrête jamais. Donc, le projet en lui-même, si on part de ce point de vue-là, on peut se dire, mais ça ne s'arrête jamais. Donc, on peut très bien se dire, il va falloir réhabiliter. Là, maintenant, je reviens sur ouais, je fais des digressions. Mais je vais arrêter. C'est que je pense qu'il est très important, c'est toujours pareil, d'avoir des différents niveaux d'information. Ensuite, sur les politiques elles-mêmes de réappropriation et de réaménagement, réaménagement, c'est-à-dire de faire en sorte que, puisqu'on a, avant même que ce soit un patrimoine, on a des logements vacants, comment fait-on pour quand même y habiter avec les problématiques de notre temps, en tout cas les choses qu'on peut repérer sur la question de l'énergie, sur la question des déplacements, c'est quelque chose qui est fortement incité, évidemment. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé de refaire la ville sur la ville. Alors, ça peut devenir des mots, toujours des phrases, mais en fait, ça a vraiment un sens. C'est-à-dire comment des générations, les unes après les autres, comme disent les jeunes, ça ne nous intéresse pas le passé. Je dis, OK, banco, maintenant, comment fait-on avec ce qu'on a là déjà, pour faire quelque chose qui va être l'avenir? Parce que c'est ça, la question du projet, c'est pas autre chose. Donc, j'ai pas bien répondu, je crois, je suis peut-être un petit peu à côté. C'est un brassage d'idées, de formation aussi, qui nous permettent de réfléchir. Moi, j'ai retenu cet aspect d'univers sensible et de garder le fait que on se projette tous dans un espace et que c'est pas seulement... il y a une émotion qu'on ressent et c'est pas seulement justement des bâtiments comme ça là. Et, oui. Voilà, c'est quand même l'idée... Ce que disait Bruno Bessy sur la question du plan masse. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et cette espèce de planification qu'on peut avoir et qu'on est en train de quitter à un moment, et qui ne sont que peut-être quelquefois le fait d'un démiurge ou deux. C'est-à-dire, il y en a 3 ou 4 qui ont décidé, et puis voilà, on va faire comme ça. Et comme il y a du verre, ça va marcher. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la question, c'est en fin de compte, comment fait-on pour qu'on ait, comment dire, une appropriation amorcée, influencée. Enfin, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est-à-dire, comment fait-on que un être humain sensible va avoir envie d'aller là et d'y rester et de faire que tout va bien se passer pour lui et les autres, et avec les autres. C'est ça la question. Et c'est pas une histoire effectivement simplement de tracer sur un plan. Oui, sinon ça serait trop simple. Après, un élément à ajouter quand même, c'est les orientations politiques nationales qui nous seront données. Parce que si on regarde les constructions, on parle des projets en russe qui a été fait à une époque dans certains secteurs, c'était à un moment donné, c'était la dynamique. Depuis, on a compris qu'il fallait effectivement permettre qu'il y ait un mode d'habiter du territoire, qu'il ne fallait pas le perdre, et surtout que les gens puissent vraiment être ensemble. Donc il fallait revoir ces éléments. Et ça, c'est aussi la connaissance, l'expertise des uns des autres, mais des orientations politiques qui vont nous dire, finalement, on va changer carrément d'orientation, on va tendre plutôt sur plus de verre, plus de biodiversité, intégrer l'adaptation au changement climatique. En fait, tout ça, ce sont quand même aussi des éléments, des notions qui, somme toute, sont rentrées dans notre langage commun, mais qui sont récentes, oui. Mine de rien.
Et ça rejoint ce que votre démarche, en fait. C'est de quelle manière, qu'on parlait de créativité, inventivité, du sensible, mais c'est pas des mots, on n'est pas des écrivains, des poètes comme ça, c'est bien, hein, mais non, il y a du concret. Le concret, c'est une municipalité, des politiques qui se saisissent, en fait, d'un concept de l'époque, qui est de dire, si on allait dans cette direction-là, avec tels indicateurs, avec telle démarche, on arrivera peut-être à produire une économie, enfin une économie de territoire qui fera que on a pris conscience des enjeux d'aujourd'hui. Hein. C'est du développement durable. Mais sauf que ce concept, parce que c'en est un, l'écoquartier, c'est un concept aussi, même s'il est vérifié. Mais enfin, et comment fait-on pour le mettre là? On parle de centre ancien, ben on est en plein dedans. C'est-à-dire, c'est du déjà là. Comment fait-on, en fin de compte, pour le diffuser, le diluer, et non seulement le diluer, mais faire qu'une fois qu'il sera appliqué à ce territoire, en fait, d'autres choses vont émerger. Et d'autres, c'est pas simple, hein, parce que là où s'attaque, enfin, nous on l'a vu dans l'opérationnel, parce qu'il y a des histoires de rentabilité économique de tout cela aussi. Oui, on n'a pas parlé d'avoir des parcelles qui ne font que quelques centaines de mètres carrés pour y mettre du logement. Je veux dire que c'est complètement autre chose à gérer, et c'est là le courage politique, effectivement, qu'une parcelle de 3 hectares sur laquelle on va mettre 140 logements d'un coup, tout va bien se passer, on aura nos équilibres. Voilà. Là, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a aussi l'outil. Vous parliez d'intervention sur les centres anciens. Il y en a plein qui sont mis en place. Là, il y a le nouveau programme Petite Ville de demain là, qui est en train de partir pour 6 ans. Là. Donc, il y a plusieurs communes de la Guadeloupe qui ont été élues, enfin, qui sont dans ce programme-là. Donc, je veux dire qu'au niveau effectivement, c'est ça qui est passionnant aussi, de toute l'initiative publique qui a été mise en place pour qu'on puisse en fait trouver des leviers et ensuite des financements aussi, sont là. Donc il faut on revient à l'histoire de la gouvernance et aussi mettons-nous tous autour de ces projets-là, voyons comment on peut faire et puis on va y arriver. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Mondialo prouve que c'est possible. En prenant quelques années, en se concertant, en essayant, revenant. Voilà. Alors, vous savez que le temps passe et j'ai envie de dire à M. Bruno Bessis, qui n'a pas pu être parmi nous, mais qui nous écoute avec attention et avec ce petit sourire, une conclusion, parce que finalement, on est resté aussi sur cette idée qu'il y avait tant de sujets à aborder, mais qu'il y a aussi des directives nationales, qu'il y a des impératifs, qu'il y a souvent aussi ces grandes directives qui nous arrivent et avec lesquelles les décideurs doivent faire. J'ai envie de vous demander, j'allais dire trivialement, qu'est-ce qui se prépare, mais en fait, finalement, quels sont les grands enjeux que les décideurs vont peut-être avoir à gérer dans les prochaines années? Ce que je disais en introduction, c'est que l'engagement aujourd'hui du gouvernement sur le sujet de la ville et des territoires durables est clairement ancré avec des feuilles de route. Vous avez tous noté ce qui s'est passé également au municipal avec un changement assez conséquent des équipes municipales et l'arrivée de beaucoup d'élus d'Europe Écologie Les Verts, en tout cas avec une étiquette écologie. Donc il se passe quelque chose, il se passe des choses. Au niveau du gouvernement, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. Effectivement, le rôle du gouvernement et des services publics et des ministères, et évidemment je me place dans ce rôle, c'est de donner un cadre, de donner les grandes directives avec beaucoup d'humilité. Et ça, c'est pas simple quand on est fonctionnaire, c'est de savoir garder cette humilité. Et surtout quand on aborde un sujet aussi complexe que celui de l'aménagement du territoire et des territoires durables. C'est-à-dire donner des directives, donner un sens, donner un cadre sans dire comment il faut faire. En disant aux acteurs locaux, c'est à vous de trouver les bonnes solutions, c'est à vous de trouver les solutions contextualisées. Nous, on donne un cadre. Dans la démarche écoquartier, ça se traduit par 20 engagements et un questionnement. Dans le référentiel que tu as présenté, Lionel, je comprends que c'est aussi un questionnement. Le cadre est là
Et ensuite, c'est aux acteurs locaux de trouver les bonnes réponses. Mais pour trouver les bonnes réponses, ils sont obligés de mettre en place une gouvernance. C'est pas une équipe municipale seule qui va trouver la bonne réponse. Elle va la trouver si elle sait écouter ses citoyens, si elle sait faire appel aux bons professionnels, etc., etc. Tout ça, ça forme un ensemble. C'est pas que je souhaite absolument retomber sur mes pattes, mais j'en viens là à France Ville Durable, dont je n'ai pas parlé. Il y a un an, les ministères ont insisté pour que soit créée l'association France Ville Durable, qui était la fusion de l'Institut de la Ville Durable et d'un réseau UFAPOLITE. Bon, la force de cette association France Ville Durable, c'est sa gouvernance, justement, qui est fondée sur 4 collèges, un collège État, un collège collectivité, un collège entreprise, un collège expert. Donc l'ambition de France Ville Durable, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de l'aménagement du territoire et l'aménagement durable du territoire. Alors, la petite parenthèse, c'est les citoyens. Effectivement, il n'y a pas les citoyens autour de la table, mais ils sont représentés par les élus et aujourd'hui, France Ville Durable n'a pas les moyens de parler directement aux citoyens. Mais c'est une petite parenthèse sur ce sujet, il y a des débats au sein de France Ville Durable. L'ambition de cette association, c'est de mettre tous ces acteurs autour de la table et de se dire que c'est certainement pas l'État tout seul qui pourra faire un territoire durable, c'est pas les collectivités tout seuls qui pourront, c'est pas les experts tout seuls ou les entreprises tout seuls qui pourront, et c'est pas les citoyens tout seuls qui pourront le faire. En revanche, tous ensemble, on va pouvoir le faire, c'est ce que tu disais aussi, Lionel. Et moi, ma conviction, et je la porte notamment au travers des écoquartiers, c'est que les territoires, on va les faire bouger, les territoires, on va les rendre durables. Si on est capable de se mettre effectivement tous autour de la table, si on est capable d'avoir des politiques publiques d'État, mais aussi des collectivités fortes, et si on sait aussi valoriser les initiatives des citoyens, si on est aussi capable de donner aux citoyens les moyens de se mobiliser, de s'approprier les espaces, de faire changer les espaces. Et je pense que c'est cet ensemble qui fera bouger les lignes et qui amènera au territoire durable. Et le grand défi pour le gouvernement, le grand défi pour les ministères, c'est d'avoir cette agilité, c'est ce que tu disais, être à la fois dans l'édiction de règles, de normes, des lois, etc., mais également cette agilité qui donne les moyens, qui donne aux acteurs du terrain leur rôle, qui est de mettre en œuvre cette politique publique et de construire ensemble les projets de territoire. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Je pense que ça a bouclé la boucle, hein, parce qu'on a tellement brassé d'idées avec des exemples concrets, avec des termes importants. C'est vrai que moi aussi, hein, j'ai pris des notes et que les termes là sont brassage d'idées là, c'est vraiment très fort. C'était vraiment intéressant comme table ronde et je remercie les internautes qui ont pris le temps de poser des questions. Et nous arrivons au bout de cette table ronde, malheureusement, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en parler et en dire, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on parle des mobilités, de l'accessibilité. Mais je vous rassure, nous nous retrouvons demain, alors avec d'autres intervenants, mais je suis sûre que vous pourrez, si on vous contacte, nous transmettre des informations. Mais nous aborderons demain la végétalisation comme stratégie d'aménagement en centre-bourg, avec des intervenants qui se baseront aussi sur des exemples concrets et sur des outils. Il y avait une question d'un internaute de l'association de patrimoine Point 3, mais justement, je lui précisais qu'on va parler de végétalisation demain parce que ça s'inscrit aussi, et on sait que Morne-à-l'Eau, cet aspect de végétalisation, c'est très important. Donc c'est demain. Et jeudi, la table ronde sur la sécurisation des déplacements et l'accessibilité en centre-bourg avec la ville du Moule, autre ville assez dynamique, hein, qui fera partie des intervenants. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci aux intervenants, Monsieur Orsi, Madame Daucan, Madame Lequen, Monsieur Bessis en distanciel que nous saluons, Monsieur Jérôme Roch pour l'introduction majeure. Et puis, merci aux internautes pour ce suivi. Et donc, rendez-vous demain pour un troisième temps fort et pour qu'on puisse toujours parler de ville durable en Guadeloupe. C'est passionnant. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.